Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du postmodernisme, de la déconstruction et du racisme. Alors, la première partie va être un petit peu technique. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses, à reprendre, à aller voir les liens en bas. Mais c'est extrêmement important de comprendre le concept ou les concepts du postmodernisme et le concept du philosophe Derrida de la déconstruction, parce que tout cela amène au racisme. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le postmodernisme, c'est une philosophie qui a commencé dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, et qui, en simplifiant, dit que le message utopique des Lumières, si on remonte à la Révolution, les Lumières de la Révolution, le monde moderne, scientifique, scientiste, où la science, le progrès, l'intelligence, les facultés de raisonnement devaient amener l'humanité vers cette utopie messianique du bonheur universel. Alors, ce n'est pas arrivé. Vous l'avez peut-être constaté. Donc, certains philosophes ont créé le postmodernisme en disant qu'en réalité, cela ne fonctionne pas. Et pourquoi? Parce que le monde, en simplifiant, n'est pas binaire. Et ça c'est la porte ouverte, si vous voulez, à tous les mouvements qu'on voit aujourd'hui, antiracisme, Black Lives Matter, les transgenres, etc., etc., etc. C'est ce que les Américains appellent la French Theory, avec l'accent français, et qui a été étudiée par la CIA. Je vous mettrai le lien en dessous. Alors pourquoi? C'est tout simplement la science a échoué, le monde n'est pas binaire, il n'y a pas les hommes, les femmes, il n'y a pas les animaux, les humains, il n'y a pas la langue, l'écriture, tout est plus complexe. Et en cela, oui, c'est exact. Nous ne sommes pas que humains ou que animaux, nous sommes régis par des émotions, donc nous sommes des animaux ayant des capacités cognitives. Mais de là à simplifier les choses, et c'est ce qui se passe aux États-Unis avec cette French Theory, et notamment sur les campus universitaires, c'est que les Américains ont une tendance fâcheuse à simplifier les choses, et d'une manière très contradictoire, les Européens, les philosophes français, etc., ont combattu la dualité, la binarité, mais les Américains, les mouvements de gauche américains, antiracistes, anti-genre, etc., sont en train de recréer une binarité. Vous êtes pour, vous êtes contre. Vous êtes transgenre, vous ne l'êtes pas. Vous voyez la subtilité, c'est là où on voit que l'être humain, nous avons toujours tendance à aller vers la facilité, la simplification, et pour le repos de l'esprit, il est bien agréable d'être blanc ou d'être noir. Hein. Mais ce que Derrida a énoncé dans la déconstruction, c'est plus subtil, c'est plus complexe. Le postmodernisme est quelque chose qui est une réaction à l'échec de la modernité, on va dire, et qui a en son sein des choses intéressantes. Oui, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ça rejoint un petit peu la philosophie asiatique, hein, d'ailleurs. Hein. Mais le fait est que cette déconstruction, ce postmodernisme, répond tout de même, enfin, rejoint tout de même ce messianisme utopique mondialiste. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller au-delà des clivages, homme-femme, animal-humain, pour essayer de transcender cela dans une
dans une sorte de nouveau concept intellectuel globalisant, mondialisant, dans lequel l'être humain, non pas par la science et non pas par le raisonnement, mais par une sorte d'utopie, va pouvoir déconstruire et reconstruire une nouvelle identité, comment dire, non plus genrée, non plus binaire, mais une sorte de nouvelle humanité dans laquelle on pourrait tous vivre, puisqu'on ne serait plus catégorisé, on pourrait tous vivre ensemble. Alors c'est bon, ouais, bon, pourquoi pas, hein. Cela arrivera peut-être un jour où nous serons suffisamment sages pour tous vivre ensemble dans une seule culture, etc., etc. Bon, en attendant, ce n'est pas le cas, toujours pas le cas. Et ce concept de postmodernité et de déconstruction en Europe a atteint une limite et maintenant il devient controversé. C'est ça la brillance européenne, la philosophie européenne, c'est qu'on ne tombe pas dans des clivages. C'est ironique de le dire, mais bon voilà, il y a des contre-courants qui ont commencé, notamment d'ailleurs marxistes, hein, ou de droite, mais dans lequel en réalité la déconstruction, le postmodernisme crée une nouvelle classe prolétaire, pire qu'avant, puisque ça veut dire que en déconstruisant, on va déconstruire, on va dire, l'ancien monde, les anciens concepts, le côté traditionnel, pour créer une seule classe qui n'a plus d'identité ou une identité vague, grise. On n'est pas un homme, on n'est pas une femme, on n'est pas blanc, on n'est pas noir, etc., etc. Et ça crée une nouvelle classe prolétaire encore plus soumise en réalité qu'avant, puisqu'elle ne peut même plus s'identifier, ou alors elle s'identifie dans des sous-classes et elle ne perçoit plus le vrai combat, qui est un combat de classe et non pas de genre, hein, et non pas de genre, d'identité ou de race. Parce que s'il y a un combat social à mener, c'est un combat financier. Hein, parce que ça, il faut le comprendre. Hein, tout repose sur la finance en réalité. Peu importe ce qu'on fait, peu importe les concepts qu'on va amener, la classe dominante riche, et moi j'ai rien contre les riches, hein, au contraire, il ne faut pas être jaloux. La jalousie est un poison mental extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement nocif. Il faut juste comprendre que lorsqu'un individu atteint un succès financier, que ce soit par son travail, par les finances, Bill Gates, Elon Musk, peu importe qui, en réalité, vous allez souvent, parce que nous sommes faibles, nous ne sommes que des humains, vous allez souvent croire que vous avez un destin. Hein. Si vous êtes religieux, vous pouvez penser que c'est un destin divin, si vous avez été choisi par Dieu. Si vous êtes athée, ben, vous allez penser que c'est purement un destin humain, matériel, terrestre, mais tout de même, vous n'êtes pas le commun des mortels. Ce qui est vrai, dans un sens, mais ce qui est absolument faux, si on considère l'humain comme un humain, avec les mêmes besoins que tout le monde, les mêmes sentiments, les mêmes faiblesses. Sauf que ce succès va créer une sorte d'élite, et cette élite-là cherche à se protéger, se pense différente, et à partir de là, on tombe dans un concept messianique, et ces gens-là, cette caste, veut défendre ses intérêts, ce qui est normal, mais au-delà de ça, elle tombe dans une paranoïa et une peur, et cette peur-là crée les conditions pour mettre en esclavage le reste de l'humanité par crainte de ces enfants turbulents, car nous sommes immatures, nous sommes émotionnels, donc il faut essayer de nous diviser, de nous donner du pain
ou du grain à moudre. Je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme, je ne suis pas binaire, et on déconstruit. Bon, voilà, vous comprenez le concept. Et ça fait oublier l'essentiel. L'essentiel qui est le clivage social, financier. D'accord? Alors, donc, en Europe, cette philosophie, le postmodernisme, est remis en question aujourd'hui, notamment par des courants de droite ou de gauche, alors réels, hein, pas socialisants, pas gauchisants, hein, mais soit des vrais marxistes qui ont une conscience d'un combat de classe sociale, ou soit religieux, ou des traditionnalistes, des catholiques, qui veulent garder le concept de famille, et ainsi de suite. Bon, alors, bien évidemment, tout est concept dans la vie. Oui, nous ne sommes pas tout blancs, nous ne sommes pas tout noirs. Il y a des choses intéressantes dans le postmodernisme, dans la philosophie de Derrida. Mais il faut savoir garder raison, il faut prendre ses distances, l'analyser, la regarder et ne pas oublier les autres concepts. Il faut avoir suffisamment d'outils pour raisonner et prendre des décisions et pouvoir comprendre. C'est l'essentiel. Alors maintenant, aux États-Unis, tous les mouvements Black Lives Matter, ce qu'on voit aujourd'hui, ces mouvements hystériques, totalement émotionnels, qui ne sont pas du tout du raisonnement, qui sont de l'émotion à l'état pur, de la revanche, de la frustration, ce que je peux comprendre. Hein. Là, je fais une parenthèse. Oui, l'homme blanc domine le monde. Oui, il est sans doute plus simple d'être un homme blanc qu'un homme noir dans un monde occidental. Moi, j'écoute Kemi Seba, ce qu'il dit est vrai, je le comprends. Maintenant, je suis blanc, donc je ne peux pas raisonner comme si j'étais noir, puisqu'il y a des différences. Mais oui, l'homme blanc domine le monde. Sans doute, il y a des facilités. C'est plus simple d'être aux États-Unis, notamment, d'être un blanc de la WASP dans un milieu social privilégié qu'être un noir dans un ghetto avec une famille explosée, pas de culture, enfin pas de culture, je veux dire familiale, avec un apprentissage dès la maison, dès le plus jeune âge, à l'intellect, bon, à la culture. Oui, c'est vrai, mais cela ne peut pas tout expliquer. Et on y reviendra après, mais ça devient trop facile d'accuser, de trouver une cible, d'accuser et de déporter ses problèmes sur un autre. Hein, parce que c'est ça au final. On a chacun nos problèmes. Et pourquoi les Asiatiques, eux, réussissent bien aux États-Unis? Posez-vous la question. C'est culturel. C'est tout simplement que les familles asiatiques, les mamans asiatiques, un peu d'ailleurs comme les mamans juives, dans un contexte un peu différent, mais les parents se sacrifient réellement pour donner une éducation à leurs enfants, puisqu'ils voient à long terme, et ils se considèrent non pas comme un être totalement individuel, mais collectif au sein d'une famille, et on transmet le savoir, on se sacrifie pour la génération d'après, et ainsi de suite. Bon, ça c'est des concepts culturels, certes, mais bon, à bien prendre en conscience. Alors revenons aux États-Unis. Donc le postmodernisme est né en France, enfin en Europe, la déconstruction avec le philosophe Derrida, tout n'est pas binaire, le monde moderne a échoué, nous ne sommes pas arrivés à une ère de bonheur absolu grâce au raisonnement, grâce aux Lumières, à la Révolution, grâce aux sciences. Donc, il est normal de s'interroger et c'est normal qu'il y ait eu ce mouvement philosophique. Sauf qu'en Europe, en Europe, il a vécu et maintenant on le remet totalement en question. Enfin, pas totalement, mais on le remet en question. Voilà. Tandis qu'aux États-Unis, sur les campus américains de gauche, cela a pris une ampleur phénoménale. Je vous mettrai un lien, parce que ça a démarré il y a déjà quelques années, avec un professeur qui a été licencié, enfin limogé de son université, Evergreen, si je ne dis pas de bêtises, et vous verrez, c'est totalement fou. Ce monsieur est juif, donc heureusement, quelque part, sinon on l'aurait sans doute accusé d'appartenir au Ku Klux Klan, on l'a traité de raciste, de suprémaciste blanc, bon, ça devient totalement émotionnel, ça n'a aucun sens. Et tout ça, pourquoi? Parce que la French Theory, si vous voulez, a créé tout un mouvement philosophique, tout un mouvement plutôt émotionnel, basé sur l'émotion, dans lequel, en fait, on se victimise. Je suis noir, donc je suis une victime.
En fait, en gros, tout ce qui n'est pas blanc, entre guillemets, un peu traditionnel, de la famille, une femme, un homme, des enfants, etc. Ce qui est discutable, hein, rien n'est transcendant sur cette terre. Mais enfin, c'est une base qui a fait ses preuves pendant quelques milliers d'années. Bon, maintenant, on remet tout en question, il n'y a plus de genre. Aux États-Unis, au Canada, ça va quand même très très loin. C'est-à-dire, en fait, même au Royaume-Uni d'ailleurs, des professeurs sont limogés parce qu'ils s'adressent à des élèves par le genre sexuel, enfin le genre, et ça devient interdit. Donc on tombe dans un extrémisme fou. Vous voyez les manifestations actuellement. Ben, tout cela dérive de cette French Connection, où l'individu se pense tellement important qu'il en oublie les concepts fondamentaux de lutte de classe pour être focalisé sur des points de détail. Non, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas, ou tout le monde est raciste contre les noirs, je suis une victime. Alors, si vous êtes transgenre noir, alors là, vous êtes la victime des victimes. Bon, ça devient totalement délirant. Et là, nous allons rentrer dans la deuxième phase. Donc ça, je termine ici un peu la première partie. Donc je la résume. Vous aurez des liens de vidéos bien plus détaillés sur les différents mouvements philosophiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu des étapes dans la vie. La révolution, enfin, il y a eu le monde traditionnel du Moyen-Âge, paysan et ainsi de suite, qui n'est pas du tout ce qu'on a tendance à croire. Il y a eu la révolution, puisqu'on a voulu remettre en question, on a voulu changer de système à cause de famines qu'il y a eu, de guerres assez atroces en Europe. La révolution n'a pas abouti sur une solution. Donc après, on est devenu scientiste, les sciences devaient tout résoudre, cela n'a pas non plus fonctionné. Donc la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale, des boucheries ont débouché sur le postmodernisme. Donc le postmodernisme, on remet en question les concepts, on va dire, un peu traditionnels, un peu dualistes, binaires. On remet ça en question, c'est intéressant, il n'y a pas de problème. C'est des choses que, oui, le monde n'est pas blanc, n'est pas noir, mais c'est devenu totalement délirant aux États-Unis, sur les campus, où, en fait, une frustration, une fois de plus, qu'on peut comprendre, qui peut être expliquée à partir du moment où on garde un raisonnement intellectuel, toute une frustration noire, les transgenres, les homosexuels, enfin, bon, tout ce que vous voulez, toutes les minorités qui certes souffrent, hein, une fois de plus, je peux le comprendre, mais se sont engouffrés, ou on les a engouffrés dans cette French Theory. Ce qui, en Europe, est plus ou moins arrêté, aux États-Unis continue, et vous le voyez de plus belle aujourd'hui. Et tout ça repose sur le fait qu'en fait, que c'est la société, la phallocratie, c'est-à-dire la société de l'homme blanc dominant, moi donc, et vous, pour ceux qui ont à peu près mon âge ou un peu plus, c'est-à-dire la cinquantaine dépassée, la soixantaine, blanc, avec un concept plus ou moins traditionnaliste, et qui sont donc responsables de tous les maux de la planète. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est l'homme blanc qui a dominé le monde, oui, c'est exact, c'est au moins ces 600 dernières années. L'homme blanc plutôt chrétien, mais aussi juif, hein. Voilà, donc tout est de notre faute, dans le sens où on a réussi aujourd'hui avec le postmodernisme à détruire les concepts traditionnels, et maintenant on se victimise en se catégorisant encore plus. Mais c'est là où c'est totalement fou, hein. C'est qu'on va chercher dans des sous-catégories, de sous-catégories, de sous-catégories, et on se réclame être une victime, puisque cette sous-catégorie ne serait pas au même niveau que les catégories, on va dire, classiques. Ben oui, c'est normal. Hein, si vous êtes une sous-minorité, vous n'avez pas le même
poids dans la balance que si vous êtes, on va dire, un blanc protestant aux États-Unis, par exemple. Hein. Et ça devient totalement fou, parce que ces gens-là se réclament d'une souffrance. C'est pire que la religion de la Shoah. Hein, ça devient totalement délirant. Et donc ces petites minorités arrivent à un tel pouvoir, un impact aujourd'hui assez important, qui déstabilise la société américaine. Et posez-vous la question, il faut toujours se poser la question, à qui profite le crime? Quel est le continent ou le pays aujourd'hui le plus calme, où il n'y a pas d'émeutes, enfin, c'est plus ou moins contrôlé, il y a quasiment plus de virus, etc., etc. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Petite parenthèse que je ferme. Alors, tout cela amène au fait que donc l'homme blanc est raciste. Donc, je serai raciste. Non. Non. Je ne suis pas raciste, puisque pour moi, il n'y a pas de race, de racialisation ou de race supérieure à une autre. Il y a des races, il y a des ethnies, il y a des cultures. Donc, je suis distingué. Je suis distingué parce que je suis pour pas la séparation, mais tout de moins comment dire, une sorte de dualité fondamentale homme-femme, animaux humains, blanc, noir. Tout cela, pas dans un sens de classification de suprématie, mais dans le sens où nous avons besoin, pour nous identifier, nous définir, nous conceptualiser, nous avons besoin d'opposition, de frontières intérieures et extérieures. Et là, je refais une petite parenthèse, parce qu'en fait, les mouvements postmodernes aux États-Unis, hein, tous ces mouvements de défense des droits des sous-classifications, sous-minorités. En réalité, ils font encore plus de clivages. Ils complexifient les choses. En fait, on se perd dans la complexification. Et c'est volontaire. On se perd dans des sous-catégories de complexification. Et en fait, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas du binaire, puisqu'il y aura toujours du binaire. Même pour eux, il y a du binaire. Soit vous êtes pour les sous-catégories transgenres, soit vous êtes contre. Eux ne vont pas dans la subtilité. Soit vous êtes raciste, soit vous n'êtes pas raciste. Mais en réalité, nous sommes tous plus ou moins distingués. Ça veut dire quoi, être distingué? Bon, c'est un jeu de mots, bien évidemment, mais ça veut dire qu'on se distingue. Ça veut dire qu'il existe des groupes qui se créent naturellement ou artificiellement, comme avec les transgenres. Même si fondamentalement, ils pensent, et sans doute avec grande sincérité, qu'ils sont réellement des victimes, etc., etc., etc. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde est distingué. Il y a des distinctions entre les ethnies, pour ne pas dire les races. Il y a des distinctions entre les langues. Il y a des distinctions intellectuelles, cognitives, le fameux QI. Il y a des distinctions culturelles. Il y a des distinctions sexuelles. Donc le monde n'est que distinction. On ne peut pas dire que le monde ne fonctionne, enfin en d'autres termes, le monde ne fonctionne que par opposition. Et ces mouvements antiracistes aux États-Unis en ce moment même en sont la preuve. D'accord? Puisqu'ils veulent, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir plus de droits. Fondamentalement, c'est ce qu'ils disent. Ils n'auraient pas suffisamment de droits. Mais donc, ils font ça par opposition à la société traditionnelle, à l'homme blanc, on va dire, pour faire simple. Donc, fondamentalement, ils sont également dans la distinction. Donc, nous sommes tous distingués. Pour ne pas dire un petit peu racistes, dans le sens où nous avons des préférences. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, je n'incite pas à la haine. Parce que ça serait facile de pouvoir me le faire dire. Non, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des humains. Alors au final, d'ailleurs, dans ces universités-là, il faudrait plutôt appeler les élèves des humains. Ne même pas donner de sexe, de genre, mais humains. On est tous des humains.
Enfin, il y a peut-être un sous-groupe qui va dire non, nous ne sommes pas humains, pas des animaux. Je ne suis pas un humain, je ne suis pas un animal, je suis un être. Bon, pourquoi pas, hein. Tout est possible à partir du moment où on sait raisonner et l'expliquer et qu'on ne fonctionne pas par émotion. Donc nous sommes des êtres distingués, on se distingue les uns des autres et ensuite on fonctionne par affinité. D'accord ? C'est pour ça que les frontières existent. D'accord ? Je ne vais même pas rentrer dans le concept de nation, qui est un concept un peu artificiel, hein. Je vais rester plutôt sur un niveau un peu plus philosophique aujourd'hui et moins politique. Mais nous nous regroupons par affinité. Vous avez des préférences, vous avez des amis. Alors, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer quelqu'un. L'amour, alors je ne parle pas de l'amour chrétien ou bouddhiste inconditionnel, je vais parler d'un amour un peu plus animal, dans le sens émotif, préférentiel. C'est souvent des gens qu'on connaît d'ailleurs, hein, parce que c'est par affinité et par connaissance. Il est quasiment impossible d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou alors de manière imaginaire ou conceptuelle. Mais on aime les gens qu'on comprend et qui nous ressemblent, parce que c'est ça la compréhension. D'abord, c'est la langue, pouvoir parler la même langue, avoir des affinités culturelles, la nourriture, les goûts, l'art, la philosophie, enfin c'est ça, c'est la culture, c'est-à-dire en fait ce que nous avons absorbé dans notre petite enfance et qui nous a marqué à vie. On peut changer, on peut évoluer naturellement. Mais ça, c'est le concept, on va dire, d'espace de paix intérieure. Donc, vous avez des affinités. Et d'ailleurs, c'est ce que font aux États-Unis ces mouvements gauchistes, transgenres ou Black Lives Matter, etc. En fait, que réclament-ils ? Ils réclament tout simplement à pouvoir vivre dans leur communauté. Sauf que leur communauté est tellement, pas pour les Noirs, bien évidemment, mais pour les transgenres, etc., c'est des sous-catégories de communautés. Alors, un peu comme la communauté juive, qui a une très grande puissance, même si elle ne représente que 0,02%, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, effectivement, vous pouvez avoir du lobby. Mais sauf que là, ça devient tellement complexe, c'est tellement des sous-catégories. Moi, je veux bien qu'il y ait un lobby homosexuel. D'ailleurs, il y en a un. Mais pourquoi en faire des sous-catégories ? Ça existe déjà. Comme il y a un lobby aux États-Unis, il y a un lobby chrétien, il y a un lobby juif, il y a un lobby homosexuel, il y a un lobby noir, hispanique, irlandais. Il n'y a pas français et écossais. Posez-vous la question pourquoi. Alors maintenant, à partir du moment où on comprend qu'il y a des préférences, on se distingue et on vit par affinité et par préférence, pouvons-nous nous aimer tous les uns les autres ? Par défaut, non. Physiquement, émotionnellement, même intellectuellement. Et c'est là où il faut être honnête. On a des préférences. Donc il faut vivre avec. Ce n'est pas gênant de ne pas aimer quelqu'un. On ne peut pas vous obliger à aimer quelqu'un que vous n'aimez pas. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un que vous devez le haïr ou que vous le haïssez. Haïr quelqu'un, c'est une maladie mentale, c'est profondément anormal, vous ne devez pas haïr quelqu'un. Si vous haïssez quelqu'un, c'est que vous souffrez vous-même de quelque chose de profondément grave et que vous reportez ça sur cette personne. On ne peut pas haïr quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va haïr un concept, on va haïr une idée, on va haïr quelque chose qui va nous permettre de nous glorifier, de nous rendre importants, de nous identifier en appartenant à un groupe, etc. Mais dans l'absolu, par défaut, on ne hait pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va haïr en général quelqu'un qu'on connaît, son voisin, parce qu'il nous tracasse, il fait du bruit, etc. Bon, l'espace de paix, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que on ne peut pas aimer tout le monde, on a des affinités, on crée des groupes, des espaces par affinité, on se distingue,
Et ce groupement est par opposition des autres espaces qu'on s'identifie, qu'on se crée. Et ça, c'est ce que font tous ces mouvements aux États-Unis. Sauf qu'ils le font, sauf qu'ils se perdent. Ils se perdent dans des détails, dans des sous-catégories, et ils oublient l'essentiel, qui est la lutte, pas des classes, parce que nous ne sommes plus au XIXe siècle, mais la lutte sociale. D'accord ? Plus vous allez subdiviser, plus vous serez faible. Donc le conseil que je leur donnerais, c'est, il y a déjà un lobby homosexuel aux États-Unis, utilisez-le. Ce n'est pas à peine de recréer des sous-catégories. Donc, nous sommes tous des êtres distingués. Nous ne pouvons pas nous aimer sans nous connaître, ou alors c'est une idée, un concept, c'est une utopie. Et on a des affinités qui sont culturelles, mais également ethniques. Et c'est normal, c'est normal. Quelqu'un qui me ressemble, si je vais dans une pièce où il y a... Alors, les Français qui n'ont jamais vécu à l'étranger ont peut-être un peu de mal à comprendre ça. C'est que oui, être noir en France, même aujourd'hui, peut par moment être une difficulté, ou pas que les Français soient racistes, mais que vous vous présentez à un travail, si vous êtes le seul noir ou maghrébin, vous pouvez vous sentir un peu déstabilisé, un peu dérangé, ce qui est normal. C'est normal, puisque vous ne faites pas partie du groupe dominant. Et ça, quand un blanc va vivre à l'étranger, en Afrique ou en Asie, on le vit. Et donc, il faut bien le comprendre. Mais ce n'est pas pour ça que la société vous rejette. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut vous victimiser. Au contraire, il faut devenir meilleur. Parce que vous avez quelque chose à prouver. Quand vous êtes une minorité, il faut chercher l'excellence. Parce que la majorité, sinon, va vous définir comme étant quelque chose de nuisible. Et donc, il faut chercher l'excellence, il faut chercher l'intégration culturelle, l'intégration intellectuelle, et ensuite, il faut chercher l'excellence pour montrer que vous êtes différent, mais autant, si ce n'est meilleur. Donc, si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Mais si vous allez à l'inverse, en disant « je vais me communautariser, je vais me faire un repli sur soi, je vais rejeter ce que je peux comprendre une fois plus par opposition, parce que je me sens mal intégré, etc., etc. Je suis victime de racisme, donc je vais par opposition créer du clivage. Pour les Maghrébins, ça va être un retour à un islam dur, totalitaire. Pour des Noirs, ça va être un retour au Black Panther, à la suprématie inverse, c'est-à-dire les Noirs sont les meilleurs, etc. etc. Bon, on tombe dans des travers. Mais il faut comprendre que oui, il existe des ethnies, oui, il existe des groupes culturels. Nous nous groupons par affinité. Vivant moi à l'étranger, je vais respecter les lois de mon pays d'adoption, je vais respecter la culture locale, je vais me faire discret, je ne vais pas chercher à imposer mes goûts culturels, sociaux, intellectuels, gustatifs, je m'adapte. Je m'adapte, je suis un étranger, je m'adapte et je suis humble. À partir du moment où une minorité commence à vouloir imposer ses desiderata, ses idées, ses soi-disant besoins, elle va chercher à imposer au détriment du groupe dominant, elle va bousculer le groupe dominant pour mettre des lois, chercher une surreconnaissance, eh bien le groupe dominant va rejeter cela et cela va créer des tensions. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Notamment avec tout ce qui est les mouvements anti-genre. Le mouvement Black Lives Matter se mélange avec tous ces mouvements LGBT, mais les vrais mouvements de défense civique noire
ne devrait pas se reconnaître dans ces mouvements gauchisants qui comprennent mal cette French Theory, qui mélangent le tout et qui vont dans une sorte d'autodestruction par la force inversée, c'est-à-dire que la minorité devrait diriger la majorité. Et on sait que ça ne fonctionne pas. Hein, la Seconde Guerre mondiale en est un exemple. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention parce que cela risque de provoquer des mouvements inverses, massifs et très mauvais. Donc à partir du moment où on comprend que oui, il existe des groupes qui vont se réunir par affinité dans des espaces de paix qui leur sont propres, mais pas de problème. Mais si vous êtes un groupe minoritaire, par exemple les Français de l'étranger dans un pays donné, on ne va pas chercher à imposer les choses. On ne va pas chercher à transformer la société dans laquelle on est, parce que ça s'appelle la colonisation. Alors effectivement, l'homme blanc a colonisé, et c'était une mauvaise chose, pas dans le sens des infrastructures construites, des hôpitaux, pas dans le sens d'Émile Zola, c'est-à-dire à l'époque où le 19e siècle, l'homme blanc se croyait gentiment apporter une culture supérieure. Pas dans un racisme, mais dans une pensée, là je vous invite à lire Doggerland, que je mettrai en lien, mon livre. Ce n'était pas du racisme, c'était tout simplement, on se pensait être une civilisation plus avancée. Et on voulait apporter ce modernisme et aider les civilisations dites moins avancées. En cela, bon, ça se discute, mais ce n'est pas du racisme. Par contre, après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on exploite. Voilà. L'homme exploite, nous sommes des exploiteurs, dans tous les sens. Hein. L'histoire de l'esclavagisme n'est que ça. Hein. Nous sommes des exploiteurs et au bout d'un moment, s'installe le bénéfice, l'entreprise, le gain de l'argent, etc., etc. Et l'être humain faible, nous sommes faibles, moi le premier, on peut s'engouffrer dans la facilité et profiter d'une population plus faible, plus inférieure, soumise, etc. Oui, ça c'est exact, ça existe, mais ça existe dans tous les sens. Hein. Si demain les Chinois deviennent la puissance mondiale, ils ne vont pas se gêner pour exploiter. Hein. Ils le font d'ailleurs déjà un peu. Donc ça c'est quelque chose qui est universel. Ce n'est pas du racisme, c'est universel. Et l'esclavagisme, je fais une mini parenthèse, a toujours existé et existe toujours sous une forme différente aujourd'hui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, c'est l'appât du bénéfice, l'appât de la recherche de la domination à son profit. Mais ce n'est pas du racisme. Bon, d'accord ? Alors, bien évidemment, on va terminer sur la grande question, puisque c'est la question sous-jacente un peu à tout cela, enfin au niveau racial. C'est la grande question, et c'est vrai que c'est une question importante. C'est la question du quotient intellectuel. Y a-t-il des races plus intelligentes ou des ethnies plus intelligentes biologiquement, d'un point de vue biologique, que d'autres? Alors les tests de QI valent ce qu'ils valent, hein, une fois de plus, ce n'est pas la panacée, ça ne démontre pas l'amour, ça ne démontre pas la gentillesse, ça démontre juste des capacités à résoudre un problème inconnu avec des éléments du passé ou du présent, enfin, c'est-à-dire des outils déjà façonnés intellectuels, ou mathématiques, scientifiques ou autres, et qui va permettre de résoudre un problème qui n'existe pas. D'accord ? Donc ça demande une conceptualisation, ça demande une projection intellectuelle, ça demande des compétences de maîtrise d'outils scientifiques ou philosophiques. Bon, le QI, le plus haut, c'est l'Asie du Nord, donc Chine, Japon, Corée, l'Europe, avec le cas des Askénazes. Ensuite, c'est globalement, on va dire, les autres pays, l'Afrique, l'Asie du Sud, etc., avec, si on parle vraiment de sous-catégories ethniques, les aborigènes qui seraient un peu à la fin. Voilà. Alors une fois de plus, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une classification, mais bon, il faut le savoir, hein, c'est comme ça. Alors maintenant, si demain on découvre un gène, le gène de l'intelligence, qui existerait peut-être, je mettrai un lien, sujet extrêmement controversé. Est-ce qu'il faut le préserver? Ben oui, pour le bien de l'humanité.
il faut préserver l'intelligence pour le bien de l'humanité, parce que c'est l'intelligence qui va nous sauver. Ce n'est pas les émotions. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. Ça, c'est de l'émotion, c'est de la conceptualisation. Ce n'est pas de la déconstruction à gogo pour le plaisir de déconstruire et de reconstruire des sous-catégories, c'est-à-dire diviser tout. Non, 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 ça, c'est de la branlette, permettez-moi l'expression, de la branlette intellectuelle. S'il y a un gène de l'intelligence, il faut le préserver pour le bien de l'humanité. Hein, si c'est les papous qui ont le gène de l'intelligence, il faut préserver les papous pour le bien de l'humanité. Donc le QI, c'est quelque chose qui est extrêmement dérangeant, puisque c'est génétique, sans doute culturel, et sans doute les deux. Mais toujours est-il que les QI les plus hauts, c'est l'Asie du Nord, suivi par l'Europe. Et ça, c'est démontré notamment aux États-Unis, où des tests ratios sont légaux. Dans les universités, justement, pour revenir aux universités, les Asiatiques sont en tête position. Hein. Ça fait maintenant au moins 10-15 ans, ils sont en tête position. À tel point qu'il y a des choses tout à fait incroyables qui se passent dans les universités américaines, de la discrimination inverse, c'est-à-dire si vous êtes intelligent, eh bien, c'est pas bien. Parce que c'est du racisme. Si vous êtes intelligent, c'est pas bien, puisque c'est du racisme, parce que vous êtes plus intelligent que des gens moins intelligents que vous. C'est totalement fou, mais on en arrive là, dans ces sous-catégories, dans cette déconstruction. Et c'est véritablement tout à fait idiot. Au contraire, il faut laisser les gens intelligents déployer leur intelligence, puisque souvent c'est eux qui vont inventer, c'est eux qui vont faire des progrès, c'est eux qui vont aider l'humanité, on le souhaite en tout cas. C'est par le raisonnement que nous allons arriver à vivre mieux, et non pas par l'émotion inverse, sous-catégorielle de petites minorités se réclamant par un droit à la victimisation à contraindre le déroulement normal de l'humanité où les intelligents doivent s'exprimer, créer et aller de l'avant. Je le répète, ce n'est pas une catégorisation, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du racialisme, même si le racialisme en soi n'est pas du racisme, hein, il faut le distinguer. Lisez mon livre d'Ogerland, j'explique tout cela. Donc ça veut dire quoi au final? Ça veut dire qu'il faut arrêter de subdiviser, de déconstruire le monde, l'humanité. Oui, le monde est plus complexe qu'un homme et une femme, il y a des émotions mélangées, bien évidemment, personne ne dit le contraire, mais pour l'instant et d'un point de vue naturel, d'ailleurs, faut-il changer la nature profondément? D'un point de vue naturel, un homme ne peut pas mettre au monde un enfant et une femme peut mettre au monde un enfant. Pour l'instant, soyons encore suffisamment fous pour dire cela, mais beaucoup de choses découlent de cette idée simple. Retournons un peu à la nature. Oui, les animaux sont tous plus ou moins homosexuels, pas dans le sens d'une affinité ou d'une attirance sexuelle sous-catégorielle. Non, tout simplement, c'est que s'il n'y a pas suffisamment de femelles, le mâle a besoin de se décharger, pour dire les choses simplement, et il peut y avoir des actes d'homosexuels, mais ce n'est pas un choix culturel, c'est purement pratique. Hein. Si demain vous allez en prison 20 ans, la vie va être dure et longue. Bon, voilà, il se passera ce qu'il se passera. Nous sommes des animaux ayant des besoins. Alors, je vais conclure sur la notion d'espace de paix et de frontières, puisque dans cette idée de déconstruction et de postmodernisme, il y a aussi le fait que les frontières sont faites pour être traversées. Oui, c'est clair. Mais pour traverser une frontière, il faut avoir une frontière. Alors, je vais conclure là-dessus, si vous voulez, dans le sens où nous nous définissons par opposition, c'est vrai, mais pas dans une folie de sous-catégories totalement délirantes. Restons humbles, restons simples. Une minorité est une minorité qui doit montrer à la majorité qu'elle est respectable, et ce n'est pas en imposant par la force que le respect et l'amour va naître. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la haine
et la violence qui va naître. Donc oui, nous avons besoin d'espaces de paix pour vivre même au-delà des nations, je dirais. Je vous citerai Nietzsche parce que je ne l'ai plus de tête, mais je vous le mettrai en description. Des groupes peuvent se créer par affinité au-delà des nations, pas de problème, à partir du moment où ça reste cohérent, non violent. Mais chaque groupe a une frontière, et c'est cette frontière qui définit le groupe par rapport à l'autre, intérieurement, intellectuellement, mais également culturellement, racialement, et ainsi de suite. Quand moi je voyage, si demain je vais je sais pas, au Brésil, je veux voir des Brésiliens, je veux voir une culture brésilienne. Et je n'ai pas choisi le Brésil au hasard, parce que le Brésil est un melting pot, n'est-ce pas? Mais il y a une culture brésilienne. Il y a une langue, bon, le portugais, mais il y a un concept brésilien. Donc, il faut garder ces frontières. Il ne faut pas les détruire, il ne faut pas tout déconstruire. Parce que si vous déconstruisez tout, vous arrivez dans le chaos. Et personne ne vit de manière heureuse dans le chaos. Nous avons besoin de vivre dans la paix. Même si la confrontation, le conflit, la concurrence sont bénéfiques à la nature, à l'évolution, sans aller dans un darwinisme extrême à la Hitler, je vous mettrai un lien à ce sujet, nous avons besoin de nous définir par rapport aux autres dans les frontières. Les frontières sont faites pour être traversées, Derrida a raison, traversons les frontières, mais pour traverser une frontière, il faut une frontière. Et on est toujours heureux, notamment quand vous voyagez ou que vous vivez à l'étranger. C'est là où, et je vais conclure là-dessus, c'est là où vous vous rendez compte que le concept de nation, notamment française, à la française, le concept de la nation à la française, qui n'est pas une race, la France n'est pas une race, je l'ai déjà dit mais je le redis, ni une sous-catégorie de genre ou autre, c'est un concept linguistique, culturel, et quand vous vivez à l'étranger, en tant que Français, vous avez tendance à vous réunir avec des Français, parce que vous avez des accointances culturelles, linguistiques, et c'est là que vous vous rendez compte de la grandeur de la France. Quand vous la quittez, vous vous rendez compte de la grandeur de la France. Quand on vit quelque part, quand vous vivez avec votre femme tous les jours, vous avez tendance à oublier qui elle est, puisque vous la voyez tout le temps, etc. Et c'est quand vous voyagez, vous partez, et que vous retombez amoureux de votre femme, en quelque sorte. Et bien c'est pareil pour les nations, c'est pareil pour tout groupe culturel. On vit par affinité. Et je conclurai sur « je ne suis pas raciste, je suis distingué ». D'accord? Pensez bien à ça, la distinction. On vit par affinité, par groupe culturel. On peut transcender des niveaux d'affinité pour vivre au sein d'une nation, qui est un regroupement d'affinités, mais il faut garder on va dire, certains concepts importants. Nous sommes des animaux ayant des capacités cognitives, ne l'oublions pas, n'allons pas trop loin dans les extrêmes, ce n'est jamais bon de tomber dans des extrêmes. Les minorités restent des minorités, elles doivent chercher, au contraire, non pas d'imposer leur point de vue ou leur desiderata à la majorité, mais elles doivent chercher l'excellence pour être reconnues comme telles et désirées, voire enviées. Et non pas le contraire. Voilà. J'espère que vous avez compris les concepts. Vous aurez des liens pour aller plus dans le détail, parce que c'est la peine d'aller dans le détail. Ça vaut la peine de comprendre. Beaucoup de choses dans notre société qui vont mal en ce moment sont liées, notamment aux États-Unis, mais les États-Unis étant toujours le moteur de l'humanité, ce qui se passe aux États-Unis concerne le monde entier. Et c'est bien pour ça que les Chinois sont concernés par ce qu'il se passe aux États-Unis. Le jour où ce sera l'inverse, la Chine aura pris le pouvoir, mais ce n'est toujours pas le cas. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, en espérant vous avoir donné des points de vue différents, des pistes, des moyens
des moyens pour faire votre propre idée et conceptualiser votre propre opinion. Je vous remercie et à très bientôt.